savez, l'asthme est une maladie chronique, la plus fréquente de l'enfant. C'est un problème de santé publique. Depuis ces dernières années, on a noté des progrès scientifiques sur la physiopathologie, la pharmacologie de l'asthme, afin d'assurer un meilleur contrôle de l'inflammation. Il faut savoir que l'asthme ne dispose pas de traitement curatif, mais il existe des avancées thérapeutiques considérables afin d'assurer une vie quasi normale de l'enfant et normaliser ses fonctions respiratoires. La prise en charge de l'enfant, donc de l'asthme chez l'enfant, repose sur deux volets, donc le traitement de la crise et le traitement de fond, donc de la maladie asthmatique. Pour le traitement de la crise d'asthme, je vais passer rapidement parce que je suppose que c'est très bien connu. Donc selon les dernières recommandations, il faut toujours bien sûr typer la crise en légère, à modérée et sévère. Donc, rechercher des facteurs de risque d'asthme aigu grave, donc essentiellement qui peuvent être liés au terrain ou liés essentiellement à la maladie asthmatique et aussi, surtout, je vais insister sur le facteur déclenche en particulier chez l'enfant, alimentaire, médicamenteux, anesthésique ou stress psychologique. Donc le traitement de première intention de l'asthme, de la crise d'asthme repose sur les bronchodilatateurs de courte durée d'action. Donc c'est le traitement de première intention. On utilise la voie inhalée qui est la voie de choix. Donc on utilise normalement un aérosol doseur avec une chambre d'inhalation pour le petit enfant, donc dont l'efficacité éprouvée et qui est équivalente à celle de la nébulisation. Donc en cas de crise légère, on commence par les bronchodilatateurs de courte durée d'action avec une chambre d'inhalation. On utilise une dose à 1 à 2 bouffées par kilogramme, soit de 4 à 20 bouffées qu'on répète tous les 20 minutes. En cas de crise modérée, donc c'est la même dose, avec on associe les corticoïdes en cas de facteur de risque. Donc après une évaluation, après 1 heure, si on a une réponse excellente, bien sûr, donc on peut retourner à domicile avec des bronchodilateurs de courte durée d'action pendant 7 à 15 jours et par corticothérapie si elle était déjà prescrite. En cas de réponse incomplète, donc on associe la Provent ou la corticothérapie si elle est non prescrite. En cas de mauvaise observance, donc c'est l'hospitalisation en réanimation. Pour la crise d'asthme sévère, il faut assurer un transport, débuter le traitement à domicile et assurer un transport médicalisé avec une oxygénothérapie, des bronchodilatateurs de courte durée d'action, une nébulisation toutes les 15 minutes, voire même en continu avec une corticothérapie orale ou par voie intraveineuse et hospitaliser le patient. Donc en pédiatrie, on utilise dans la pratique courante de Ricanil à la dose 0,1 à 0,2 ml par kilo, un maximum de 2 ml, soit une dose. Les antibiotiques sont non systématiquement prescrits, donc l'hydratation est importante chez l'enfant, elle est entre 1,6 à 2,2 litres par mètre carré par jour. Donc en cas de crise d'asthme sévère, c'est un traitement en milieu hospitalier, les nébulisations, donc la Provent, la corticothérapie orale ou par voie intraveineuse, l'hydratation et l'oxygénothérapie, ici la saturation est inférieure à 94%. En cas d'asthme aigu grave, c'est une admission en unité de réanimation. Donc on utilise soit une nébulisation en continu sur 2 heures et on a quelques protocoles. Donc le salbutamol 0,2 ml par kilo avec 3 ampoules d'Atrovent et du sérum physiologique à 30 ml. On passe en nébulisation sur 2 heures avec la corticothérapie et on utilise le solimédrol, une dose de charge de 2 mg par kilo, puis une dose d'entretien à 1 mg par kilo tous les 6 heures. Donc on utilise en cas de non-efficacité le salbutamol par voie intraveineuse, on utilise des doses fortes, dose de charge à 15 g/kg pendant 10 minutes, puis une dose d'entretien qui est 3 g/kg par minute. En cas d'amélioration, on peut dégraisser la dose à 1 g/kg minute. Bien sûr, le salbutamol c'est un médicament hypocalémiant, donc chez l'enfant il faut supplémenter systématiquement par potassium, faire un immunogramme, bien sûr avec un monitorage cardio-respiratoire, la tension artérielle et la saturation. Donc d'autres médicaments, les anticholinergiques, l'aminophylline qui est peu utilisée, aussi l'adrénaline, la seule indication c'est la crise d'asthme avec le choc anaphylactique. Donc en cas d'amélioration, l'hospitalisation n'est pas nécessaire. Donc si on a plusieurs critères qui sont réunis, la fréquence respiratoire qui se normalise, absence de signes de lutte, l'enfant peut parler aisément, le débit expiratoire de pointe, donc satisfaisant, aussi saturation presque normale. Donc on donne un plan de traitement donc, à domicile et on doit exiger une possibilité d'être acheminé rapidement à l'hôpital en cas d'aggravation. Donc en cas d'évolution
solution favorable. Donc, le traitement de consolidation repose sur les bronchodilatateurs à courte durée d'action, dans 2 à 4 bouffées, 3 à 4 fois par jour, pendant 7 à 15 jours. Pour la corticothérapie, donc 1 à 2 mg kg jour pendant 5 jours, si elle était prescrite. Donc, aussi, bien sûr, il faut agir sur la maladie asthmatique. Donc, comme traitement de fond, en cas de mauvais contrôle, il faut renforcer le traitement de fond, voire même l'instaurer si l'enfant n'est pas sous traitement de fond. Donc, il faut aussi expliquer aux parents qu'ils doivent gérer la crise à domicile, ceci grâce à un plan d'action qui doit être rédigé, personnalisé pour chaque enfant, avec un programme d'éducation. Donc, le plan d'action doit donc comporter comment renforcer le traitement, quels médicaments utiliser, pendant combien de temps et quand demander un avis médical. Donc, bien sûr, augmenter le traitement, il faut reconnaître les signes annonciateurs de la crise, utiliser le débit expiratoire de pointe, malgré qu'il a une place limitée en pédiatrie. Utiliser donc bien sûr les bronchodilatateurs à courte durée d'action. On donne la dose donc écrite donc pour les parents pour qu'ils sachent donc suivre le protocole. Et bien sûr, en cas de persistance des symptômes, il faut après 1 heure, il faut associer la corticothérapie et prendre un avis médical. Quand demander un avis médical, donc en cas de persistance des symptômes, 1 heure après l'administration des bronchodilatateurs à courte durée d'action, en cas de signe de gravité, en cas d'absence d'amélioration, 4 à 6 heures après la prise des corticoïdes. Voici un exemple de plan d'action donc que le médecin doit lui-même, il doit donc le rédiger, il comprend donc le nom du médecin, espérant aussi le téléphone du médecin, et bien sûr il faut bien expliquer aux parents combien donc où ils vont placer leur enfant et quel traitement et combien prendre et pendant combien de temps. Ceci va être facile et ceci va faciliter donc de gérer la crise à domicile. On passe maintenant donc au traitement de fond de l'asthme de l'enfant. C'est un traitement donc, qui doit donc, inciter un spécialiste ou qui doit avoir donc, une place très importante dans la prise en charge de l'asthme. Donc je ne vais pas beaucoup détailler. Vous les savez, les objectifs actuellement de traitement de GINA 2006. Donc le but c'est un contrôle complet de l'asthme qu'il faut atteindre et maintenir. Et donc on utilise donc, en pédiatrie comme chez l'adulte les thérapeutiques inhalées. Donc on doit introduire précocement le traitement par des corticothérapies inhalées à dose minimale et efficace. Donc l'apport des corticoïdes, vous le savez bien, donc il diminue les exacerbations, le recours aux urgences, les hospitalisations, il améliore bref la qualité de vie de l'enfant. Donc, en pédiatrie, bien sûr, comme chez l'adulte, on a des doses faibles, donc à nombre de 250, à dose moyenne à 500 pour la péclomédazole, à dose forte plus que 500, aussi pour le fluticasone et la budesonide, qui sont plus utilisés. Donc, la corticothérapie inhalée donne une efficacité clinique et fonctionnelle au bout de 2 semaines. En cas de stabilisation, il faut diminuer la dose minimale efficace, comme a dit le professeur Camoun. Donc, en cas de dose inférieure à 400 microgrammes par jour, donc l'équivalent biclomidazole, donc on n'a pas d'effet secondaire, alors qu'à dose forte, on peut avoir d'effets secondaires. Donc ne vous effrayez pas, ce n'est pas que tout enfant asthmatique ou tout nourrisson qui prend la corticothérapie inhalée qui va avoir ce syndrome chez lui, non pas plus, parce que donc, selon les dernières études, donc aux doses thérapeutiques usuelles, on n'a pas d'effet indésirable important et donc la corticothérapie inhalée est bien tolérée concernant l'axe cortico-surrénalien, concernant aussi le métabolisme osseux et concernant la croissance. Donc quelques études ont montré un ralentissement transitoire de la taille au cours de la première année, mais l'enfant finit donc à rattraper donc, la courbe de croissance normale et il aura une taille finale égale à taille cible. Aussi, les effets locaux sont relativement fréquents chez l'enfant et dépendent du système d'inhalation, type de toux, de dermite péribuccale. La candidose est rare puisqu'on utilise toujours, donc la majorité des fois, une chambre d'inhalation. Les BD2 à longue durée d'action, donc c'est un traitement additif, comme ça a été bien décrit, jamais monothérapie, et il en a même chez l'enfant à partir de 4 ans. Donc voici quelques molécules donc, qui étaient bien décrites par le professeur Camoun. Donc on a donc l'association en pédiatrie, on utilise donc ces 2 molécules donc le plus vraiment utilisées. Donc d'autres thérapeutiques, à part la corticothérapie et les bêta-2 à longue durée d'action, les antilucotriennes, donc ils agissent au niveau de l'inflammation différemment aux glucocorticoïdes, ils agissent ici. Donc ils vont diminuer donc l'action inflammatoire, ils ont donc une action anti-inflammatoire, une action bronchodilatatrice et essentiellement ils protègent le bronchospasme induit par l'exercice.
Donc, ces indications sont superposables à celles des bronchodilatateurs à longue durée d'action. C'est un traitement additif en cas d'asthme persistant léger, insuffisamment contrôlé par une corticothérapie inhalée ou asthme modéré. Et c'est un traitement préventif de l'asthme induit par l'effort chez l'enfant. Voici donc, je ne vais pas vous regarder, mais juste une étude qui montre l'efficacité des antibiocotriennes ces enfants n'utilisent pas auparavant les antibiocotriennes et dès qu'on les a mis sous singulaire, donc on a noté une diminution donc, significative de la exacerbation de l'asthme, une diminution de la consultation d'urgence, une diminution de l'hospitalisation. Donc d'autres traitements aussi, les anti-GE, je vais passer rapidement. Donc l'immunothérapie spécifique aussi, c'est une modalité thérapeutique, mais pas en première intention. Elle est indiquée en cas d'asthme modéré, voire stable, en cas de monosensibilisation, en cas de difficulté d'éviction de l'allergène. Donc je vais insister au mode d'administration des médicaments parce que ça diffère de l'adulte chez l'enfant. Donc l'aérosol doseur, on peut l'utiliser qu'à partir de 8 ans, voire même plus. Les chambres d'inhalation, ils permettent une déposition pulmonaire élevée, une efficacité égale à celle de la nébulisation, un dépôt oropharyngé minime, aussi un passage systémique minime, et il existe bien sûr des chambres adaptées aux nourrissants. L'inhalateur de poudre ne peut être utilisé qu'à partir de 5-6 ans, et les nébuseurs, bien sûr, on peut les utiliser quel que soit l'âge, mais elle est réservée à l'asthme sévère du nourrisson. Vous voyez bien, donc, selon l'âge, on voit donc chez les petits nourrissons ou l'enfant inférieur à 3 ans où il n'existe pas de coopération. Donc obligatoirement, on doit utiliser l'aérosol doseur avec une chambre d'inhalation et un masque facial. Bien sûr, en cas d'asthme sévère, c'est la nébulisation. En cas de faible coopération chez les enfants donc, de cette tranche d'âge, donc on peut utiliser l'aérosol doseur avec une chambre d'inhalation avec un embout buccal. Donc à partir de l'âge de 6 ans, donc si on a une bonne coopération, on peut utiliser l'inhalateur poudre. Et à partir de 9 ans, donc si on a une bonne coordination main-poumon, on peut utiliser l'aérosol doseur, mais toujours il faut vérifier la bonne observance de ce traitement à chaque consultation. Vous voyez bien quelques illustrations, voici les chambres d'inhalation, donc c'est le baby à l'air, il est muni d'un masque. Ici, on trouve un embout buccal, donc ici ce sont des chambres d'inhalation métalliques. Donc vous voyez bien, on détaille bien la baby à l'air, donc on met ici, donc, comme c'est l'aérosol doseur. Il existe un volume de 350 ml permettant 5 à 10 cycles respiratoires. Il existe un valve souple aisément mobilisable. Et vous voyez bien sûr le masque qui est adaptable à l'âge du nourrisson. Donc vous voyez bien, donc, la mère doit, bien sûr, c'est elle qui va prendre son enfant dans ses bras donc, et mettre, donc, adapter le masque à son enfant et bien sûr donner donc, son traitement de fond. Ici vous voyez bien que c'est un enfant plus grand, mais vu qu'il ne peut pas s'adapter à un embout buccal, donc on utilise oui le masque donc, pour mieux donc, observer le traitement inhalé. Vous voyez bien, donc c'est un enfant qui est très à l'aise, donc qui est sur le ventre de sa mère, donc il adapte bien le masque, donc bien sûr c'est la mère qui va donner son traitement. Vous voyez bien donc autre dispositif, vous voyez donc si le système, donc la chambre d'inhalation donne de la musique, donc c'est très intelligent, donc l'enfant va être occupé par cette musique ou par ce jeu-là, donc la mère facilement peut donner son traitement de fond. Vous voyez bien, c'est un enfant plus grand, donc avec un embout buccal, donc elle en sert bien l'embout buccal par les lèvres pour ne pas faire des fuites, et la mère qui aide son enfant pour instaurer son traitement. Pour l'enfant plus grand, on utilise aisément l'aérosol doseur, et toujours je répète, dans les consultations, il faut toujours répéter ce que l'enfant vraiment utilise bien son aérosol doseur, parce qu'on trouve même des enfants à 10 ans, même à 12 ans, qui ne peuvent pas bien utiliser l'aérosol doseur. Vous voyez bien donc quelques exemples, donc ce sont les aérosols doseurs, les turbés à l'air, les discus, aussi l'inhalateur de poudre, le poudre sèche, un type de discus ou turbé à l'air. Donc les nébulisations, donc nous en pédiatrie on les utilise essentiellement pour les nourrissons, donc qui sont difficilement équilibrés par la chambre d'inhalation avec un aérosol doseur et une corticothérapie inhalée. Bien sûr, c'est un grand enfant qui peut utiliser l'embout buccal, donc en cas d'exacerbation d'asthme
Donc, passons maintenant l'asthme, comment conduire le traitement de fond de l'initiation à l'arrêt selon les dernières recommandations. Donc, ceci a été décrit par Son Camoun. Donc, selon Gina, donc l'asthme, soit qu'il est bien contrôlé, soit on a un contrôle partiel, soit on aura une absence de contrôle. Bien sûr, les paliers, c'était bien décrit. Donc, juste pour une petite illustration, et donc pour la stratégie ascendante, si on a commencé par une corticothérapie à dose faible à moyenne, donc on passe en cas de non-contrôle de l'asthme à dose faible à moyenne avec des bronchodilateurs à longue durée d'action. On a deux alternatives, soit associer les antilucotriennes, soit augmenter la dose donc des corticoïdes à forte dose ou à moyenne, mais toujours on préfère de donner toujours une faible à moyenne dose avec l'association de bronchodilateurs à longue durée d'action pour diminuer les effets secondaires de la corticothérapie, puisqu'on est devant un enfant dont il a donc une surveillance, donc une évolution staturale qui peut altérer par la corticothérapie à forte dose. Donc toujours en cas de non-équilibre, soit on associe toujours les antilucotriennes, soit on passe à la dose moyenne à forte avec l'association bronchodilateur à longue durée d'action. Bien sûr, si on est ici et on a un asthme grave aux symptômes quotidiens, donc on passe directement à une dose moyenne à forte avec association en bronchodilatateur à longue durée d'action. Aussi, donc, la stratégie descendante, c'était bien décrit. Donc, en cas de dose forte, donc, on dégraisse, bien sûr, à dose moyenne avec BD de longue durée d'action, puis faible dose. Puis, on passe à la monoprise. Donc, il faut savoir, quand on dégraisse la corticothérapie, il faut donc ne pas la dégraisser en période automno-hivernale, aussi en cas de saison pollinique, parce que surtout chez les allergiques, pour ne pas avoir des exacerbations et des crises d'asthme. Donc, quelques particularités pour l'asthme du nourrisson, parce que ça diffère, oui, de l'enfant. Donc, par définition, l'asthme du nourrisson, c'est la présence d'au moins 3 épisodes de sibilant avant l'âge de 2 ans. Mais il faut savoir que ce n'est pas tout nourrisson siffleur est un asthmatique, puisqu'il existe plusieurs pathologies qui peuvent mimer l'asthme du nourrisson, le corps étranger, la cardiopathie congénitale, l'anomalie des arcs aortiques, la mucoviscidose, la dyskinésie ciliaire, le déficit immunitaire, la la trachéomalacie, qui peuvent donc se présenter comme un enfant siffleur, mais ce n'est pas de l'asthme allergique, c'est autre chose. Donc, pour le nourrisson, on opte toujours pour la classification en asthme intermittent, en asthme persistant léger à modéré, en asthme persistant sévère. En cas d'asthme intermittent, donc aucune thérapeutique, bien sûr c'est le traitement des symptômes aigus par des bêta-2 à courte durée d'action. En cas de persistant léger à modéré, c'est la dose faible à moyenne, bien sûr toujours avec un aérosol doseur et une corticothérapie inhalée et un masque. Et en cas de persistant sévère, donc on augmente la dose de corticoïdes et on associe les bronchodilatateurs à courte durée d'action. Oui, c'est une indication au traitement de fond par des bronchodilatateurs à courte durée d'action. On utilise par exemple la ventoline, 2 bouffées le matin, 2 bouffées le soir. Ce n'est pas comme l'enfant. Les bronchodilatateurs à courte durée d'action n'ont pas de place dans le traitement de fond, mais chez le nourrisson, on est obligé, donc, puisque les bronchodilatateurs à longue durée d'action n'ont pas d'AMM à cette tranche d'âge. En cas toujours de sévérité de l'asthme, on recourt à la nébulisation de corticothérapie inhalée, donc avec plus ou moins des bronchodilateurs à courte durée d'action. On utilise par exemple le Pulbucort à 0,5 à 1 mg 2 fois par jour. Voici des doses faibles à moyenne chez les nourrissons, à la forte dose. On doit bien sûr ne pas arriver à ces doses fortes, voire même maximales. Et bien sûr, comme c'était décrit, c'est la même chose que pour l'enfant. Donc, l'asthme contrôlé pendant 3-6 mois. Donc, on se permet d'une décroissance thérapeutique. Et en cas d'asthme non contrôlé pendant 2-3 derniers mois, on augmente de palier. Bien sûr, toujours en cas d'asthme non contrôlé, il faut penser à notre diagnostic, il faut penser à l'observance. C'est très important. Les mesures associées qui sont particulières pour le nourrisson, c'est la kinésithérapie respiratoire, puisqu'elle est indiquée en cas d'hypersuccion en dehors des épisodes aigus, et bien sûr le contrôle de l'environnement. Donc, à part le traitement médicamenteux, comme ça a été décrit, donc la maladie asthmatique c'est un tout. Il faut assurer une infection allergénique, il faut lutter contre le tabagisme passif et actif, et prévenir les infections virales par éviter la mise dans la crèche. La vaccination contre la grippe saisonnière est indiquée actuellement pour les nourrissons de 0 à 6 mois à leur entourage, c'est pas pour eux. Et à partir de 6 mois, on peut faire le vaccin contre la grippe saisonnière. Donc, bien sûr, comme vous le savez, il faut contrer l'environnement, lutter contre les acariens, aussi en pédiatrie, donc les allergènes alimentaires, aussi les poissons, les crustacés, donc la cacahuète, les noix, les noisettes, donc les œufs,
Il existe aussi des allergènes animales qu'il faut donc faire une éviction donc, pour ces enfants qui peut améliorer l'asthme par des simples évictions. Bien sûr, le tabagisme, oui, c'est surtout passif. Nous, pédiatres, on doit donc adresser les parents et l'entourage pour une consultation pour le sévrage thérapeutique du tabac pour leur entourage. Et l'éducation, bien sûr, comme ça a été décrit, l'éducation elle est très importante, mais nous, en pédiatrie, c'est un couple, l'enfant et les parents, surtout, ils doivent être un partenaire actif. Donc, on les éduque. C'est quoi la maladie, c'est quoi les médicaments, quelles sont leurs indications, et ceci grâce à un plan d'action écrit, parce que si ça n'est pas écrit, donc ça peut s'oublier. Il faut lutter donc, parallèlement contre l'obésité, parce que aussi ça prédispose à l'asthme, surtout à l'effort, c'est à l'asthme de l'effort chez l'enfant. Et aussi j'insiste sur autre chose, c'est l'activité physique pour l'enfant. Donc oui, on a une incidence élevée d'asthme induite par l'effort chez l'enfant, mais l'enfant asthmatique peut et doit même faire un sport. Donc en consultation, les mères viennent, donc disent que mon enfant, donc quand il fait un sport, donc il fait une activité, donc il aura une crise d'asthme. Donc docteur, donnez-moi une dispense de sport. Non, c'est pas indiqué parce qu'on va entrer dans un cercle vicieux. Si l'enfant ne va pas faire du sport, on va diminuer les compétences respiratoires et donc on ne va pas améliorer son asthme. Il faut recommander une activité en air chaud et humide, respiration nasale. La seule exception, c'est la plongée sous-marine qui est formellement contre-indiquée. Et bien sûr, on peut prévenir, donc 10 à 20 minutes avant l'exercice, de donner des bêta-2 à courte durée d'action ou utiliser tels que les antidocotriennes qui peuvent aider donc, cet enfant à faire donc, son sport convenablement. La surveillance, bien sûr, elle se fait 1 à 3 mois après la première visite, puis tous les 3 mois. Après une exacerbation, donc, on doit rapprocher et le voir l'enfant 2 à 4 semaines après. Bien sûr, la surveillance, c'est la clinique, c'est le débit expiratoire de points, c'est la spirométrie. Et si un enfant bien entraîné à partir de l'âge de 5 ans, il peut faire donc, un débit expiratoire de pointe. Toutefois, cet enfant, donc, malgré qu'il a 2-3 ans, il veut essayer de faire donc, utiliser le Big Fleur, mais ce n'est pas très significatif vu que c'est une bonne coopération. Et bien sûr, il existe aussi plusieurs tests de contrôle de l'asthme qu'on peut les mettre même à la salle d'attente et les parents peuvent la remplir. Ceci va aider le médecin à mieux savoir si son enfant est bien contrôlé ou pas. En conclusion, donc, l'asthme est une maladie chronique. Son traitement, c'est au long cours. La prise en charge repose sur 2 volets. Oui, le volet médicamenteux, mais aussi le volet éducationnel qui permet à l'enfant une vie normale et une activité physique normale.